Salut à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Ma Ligue 2, un podcast un peu plus léger que d'habitude dans cette trêve internationale, mais on a beaucoup de choses à dire. Le menu de ce 11e épisode, ce sera les tops et les flops du début de saison après 11 journées de Ligue 2 disputées, et puis comme d'habitude on finira par un petit quiz entre nous. Pour m'accompagner aujourd'hui, Philippe Dechter, un peu blessé pendant cette trêve internationale. Comment ça va, Philippe? Ça va, j'ai le cou qui est coincé. Donc voilà, j'ai On voit ça, cette belle petite trop minerve. d'énervement. Donc du coup, mon énervement se passera sur certains clubs, certains joueurs tout à l'heure. Ouais, on va commencer par les top flops. Et puis pour nous accompagner également, la grande première d'Étienne Comte qui est avec nous, qui nous a rejoint récemment et qui est le successeur de Clément, voilà, qui était avec nous en début de saison. Comment ça va, Étienne? Très bien, je suis ravi de vous retrouver pour cette première, de vous retrouver vous et les spectateurs, les viewers, de ma Ligue 2. Bon, on Voilà. commence fort pour ta première puisque c'est la trêve internationale, donc on a décidé on va pas faire l'effet marquant de la dernière journée, mais plutôt un petit top flop global depuis le début de la saison, puisque tu as quand même suivi le début de saison évidemment. Vous voulez commencer par quoi, les bons points ou les mauvais points? Voilà, bon. Les Ouais. bons? Allez, on va Ouais, commencer en étant sympa. Les top flops donc de la rédac, on commence par les tops. Qu'est-ce que vous avez retenu de positif dans ce début de saison? Qui veut commencer? Est-ce qu'on laisse la parole à Étienne peut-être laisse Bon, parler allez, à je vais pour Étienne. commencer. lancer le bal? Allez. Moi, il y a une équipe qui me plaît beaucoup depuis un certain temps, c'est Sochaux. Sochaux, pour moi, ils ont vraiment toutes les qualités d'une équipe qui peut monter, qui peut réussir sur les durées. Ils ont cette solidité défensive. Ils ont pris aucun but à Bonal. Ils ont pris 2 buts à domicile, mais c'était pas à Bonal. Donc, comme Mm. quoi. Alors, ils ont montré récemment que les matchs serrés, des 0-0, ils pouvaient les transformer en 1-0. Ils ont la patience. Ça aussi, ça compte beaucoup. Et puis, je sais pas, tout va bien en ce moment à Sochaux. Il y a Omar Daf qui est extrêmement apprécié, qui a été fêté pour sa 100e récemment. Les supporters reviennent. La pelouse est magnifique. Et puis, Deuxième au classement des pelouses, c'est c'est vrai. ça, C'est ouais, vrai. voilà. Et voilà, bon, il y a pas si longtemps, Sochaux, c'était quand même le bazar avec l'Edus. Mm. Et là, bon, tout a l'air d'aller bien. Bon, on verra dans 3 mois, il y aura peut-être une crise qui nous tombera dans ne sait où. Mm. Mais pour l'instant, Sochaux, c'est un très bon élève. Bon, on Un avait bon eu recrutement aussi cet été. bon recrutement, ouais. Oui, je disais Philippe, on avait eu Rémi Farge du coup la semaine dernière Ouais. justement pour en parler, et c'est vrai que tous les voyants sont au vert. Tu as tout à fait raison, Étienne. Juste l'interrogation, c'est ça, c'est un peu sur la durée. Pour l'instant, c'est ce qui a manqué à Sochaux ces dernières années. Il y a souvent des bons départs, et l'hiver venu, quand les petits pépins commencent à arriver, souvent voilà, Sochaux, si Sochaux perd 2-3 joueurs importants, c'est vrai que il faudra avoir la capacité du banc à prendre le relais. Mais justement, Philippe, c'est intéressant parce que contre Niort, on voit que Virginius et Billy ils sont les petits jeunes là qui rentrent devant, ils sont impliqués sur le but de Kalulu. Mm. Et on voit qu'il y a du potentiel aussi sur le banc. Rassoul Ndiaye au milieu aussi qui fait des bons matchs pour remplacer Lopi qui est blessé. Donc il y a de la Bah, qualité. Ouais. ouais, mais il y a toujours eu de la qualité dans la formation socialienne, on le savait. Sauf que ces dernières années, la formation socialienne, elle était un peu, comment dire, elle était abandonnée et elle était, abandonnée sur le terrain, je parle. On balançait des Mm. jeunes parce qu'on n'avait pas d'autre solution, parce que Ouais. voilà, à l'époque, on avait recruté n'importe comment. Et puis on avait des joueurs cadres qui étaient défaillants. Là, les jeunes, ils sont encadrés par des très bons joueurs de Ligue 2, voire des top players. Moi, j'hésite pas à dire que Weisbeck, Kaloulou, pour moi, c'est du très haut niveau Ligue 2 et ça doit pouvoir jouer même au niveau au-dessus sans trop de difficultés. Je pense à un Maxence Prévost, pardon, aussi dans les buts, que j'ai toujours bien aimé comme gardien. Et pour moi, voilà, là, on voit que quand tu as des jeunes qui sont bons et qui en plus sont bien encadrés, c'est beaucoup plus facile de les incorporer. On constate aussi, nous on ne constate pas, ça fait 2 ans qu'on le dit, mais Comarda fait un bon coach. Il y a certains supporters de Sochaux qui sont en train d'ouvrir les yeux, donc ça fait plaisir. Parce que voilà, et j'avoue que franchement, je sais pas vous, mais quand j'ai regardé le multi samedi, j'ai trouvé ça hyper kiffant. Quand tu vois le but de Kaloulou, la joie sochalienne, le bruit du public, les tribunes, franchement, on se croyait présent un stade de Ligue 1 qui vibrait bien. Enfin, c'était super kiffant, je trouve, comme explosion de joie.
Et ça, c'est des moments qui comptent aussi dans une saison. Et je pense qu'ils vont vraiment pouvoir s'appuyer là-dessus aussi sur ce genre de victoire. Et je les vois pas s'arrêter en si bon chemin quand même. Donc Sochaux deuxième du classement avec cette victoire qui est revenu à un seul point du leader. Toulouse, je crois que tu avais d'autres petits tops en stock, Étienne, du coup. Oui, bah, j'avais notamment le recrutement de Toulouse et notamment la capacité à intégrer des joueurs qui viennent de tous les horizons. Parce qu'il y a quand même 5 continents sur 7 qui sont représentés à Toulouse. Il manque que l'Amérique du Nord et l'Antarctique. Et, Bon, l'Antarctique, ouais, peut-être que les datas vont révéler, tu vois. On attend. Le défi. Peut-être un manchon empereur, je sais pas. En tout cas, voilà, on a vu Dessler, il arrive, il est tout de suite super. Onaïwu, pareil. Jean Rose, ça fonctionne. Nicolas Hyssen, c'est pas mal aussi. Voilà, Toulouse, c'est un club qui a eu un réseau de recrutement qui est clairement beaucoup plus étendu que le reste de la Ligue 2. Ça fait beaucoup plus de possibilités de se tromper, mais il ne se trompe pas, visiblement. Et voilà, bah, bravo aussi à Philippe Montagnier pour mettre tout ça en ordre, quoi, parce que voilà, y a beaucoup de joueurs d'horizons différents. Et ça marche. Bon, là, même s'il y a un petit ralentissement qui est normal, ils n'allaient pas tout gagner pendant 38 journées, mais voilà, Toulouse se relève bien, quoi. Après avoir connu l'enfer en Ligue 1, voilà, ça se relance avec un bel effectif, quoi. Ouais, carrément, Philippe. C'est vrai que c'est impressionnant que ce soit la saison dernière avec De Jaeger, Spierings, Van den Bomen qui sont encore là, et Illy devant, et qui sont tous encore là. Et là, comme l'a dit Étienne, les recrues arrivées cette année, tout de suite, sont au niveau. Donc c'est vrai que moi, j'avoue que j'étais l'année passée et même encore cet été, j'étais un peu sceptique quand on voit autant de changements dans une équipe type par rapport à l'année dernière. On a toujours l'interrogation de se dire est-ce que ça va marcher aussi bien? Et franchement, ouais, c'est impressionnant de voir que Toulouse, dès le début, est déjà leader alors qu'ils ont changé plus de la moitié de leur équipe type. Si on reprend surtout la défense, Ouais, mais c'est presque là. Si tu vois, si je devais mettre un bémol. J'écoute un peu trop l'after en ce moment, ça parle beaucoup de bémol, donc je vais faire pareil, faire comme Florent Gautreau. Un petit bémol, c'est est-ce que ce recrutement a pas une limite justement au poste de défenseur central? Parce que moi, tu vois, pour le coup, je suis pas du tout convaincu par Nicolas Hyssen. Pour le moment, après, il vient d'arriver, évidemment, on va lui laisser la saison pour s'affirmer. Comme j'étais pas du tout convaincu par Devas l'année dernière. Au contraire, le petit Rouault qui sort de la formation m'a fait très bonne impression. Ouais, qui est blessé malheureusement. Mais sur les premiers matchs, je trouve il m'a fait une très bonne impression. Et est-ce que ce serait pas plus simple en fait pour la communication, enfin tu vois, sur un poste clé comme la charnière centrale, avec un gardien comme Dupé, de dire allez, on prend 2 défenseurs centraux français ou en tout cas habitués à la Ligue 2. Et ces mecs-là, on les garde 2-3 ans pour justement avoir notre assise défensive hyper solide. Parce que tu sens quand même que s'il y a un point faible, c'est là actuellement. Alors, heureusement que tout n'est pas parfait, hein, parce que comme tu le dis, c'est vrai qu'au bout de 10 journées, ça aurait été ouf que Toulouse gagne tous ses matchs. Ils ont failli le faire, donc c'est déjà exceptionnel. Mais voilà, c'est peut-être la seule petite limite que je vois. Et puis le milieu de terrain est vraiment exceptionnel. Je crois quand même qu'au prochain match, il y aura 2 des 3 qui seront suspendus. Je crois que oui, De Jaeger et Spierings. D'ailleurs, De Jaeger qui joue un cran plus haut désormais, puisqu'il y a Jean Rau qui a intégré le milieu 3 et De Jaeger est quasiment faux ailier, un cran plus haut finalement. Donc c'est intéressant aussi de voir Philippe Montagnier qui a varié aussi son milieu comme ça. C'est ça. Et du coup, je sais plus contre qui joue après la trêve, mais c'est je vais te dire ça tout de suite. Je crois que c'est quand même, c'est pas un petit match. Ça va être intéressant. Ah bah voilà. Donc ça va être très très intéressant de voir comment ils vont s'en sortir face au milieu de terrain auxerrois, sans Spierings et sans De Jaeger surtout. Là, il va y avoir un match, quoi. Surtout que cette charnière centrale dont on parlait, là, elle sera peut-être plus sollicitée qu'elle n'a jamais été jusqu'ici. Exactement, c'est clair, avec un Charbonnier, Charbonnier aux traites, Gauthier Hein, Saki, c'est sûr qu'il y a du matos à la GIA et en tout cas ce sera l'ouverture de la 12e journée le samedi à 15h. Grosse affiche entre Toulouse et Auxerre, c'est vrai que ça va être hyper intéressant avec comme on l'a dit, Toulouse un peu diminué. Rouault sera toujours blessé normalement aussi. Ouais, Rouault pas là non plus. Donc effectivement 3 titulaires depuis les buts de saison en moins pour Toulouse. Onaïwu sera rentré du Japon, c'est ça aussi. Onaïwu sera rentré, je pense, mais il y aura le voyage. Voilà, c'est ça. Surtout pour aller au Japon, quoi. C'est pas la porte à côté, quoi. Donc, c'est ça. Avec le décalage horaire. Le Japon doit jouer en Arabie Saoudite et contre l'Australie. C'est ça. Donc, il va encore faire des voyages pendant. Ouais, voilà.
C'est pas Ouais, simple. ouais, carrément. Ouais. Non, c'est clair. Donc effectivement, gros test pour Toulouse après la trêve, surtout que Toulouse, mine de rien, tu l'as dit Étienne, une défaite contre Caen et puis un match nul à Amiens, donc un tout petit ralentissement à voir après la trêve. Je passe la parole je crois que tu as encore un petit top en stock, mais je passe la Alors j'en parole à avais Philippe un peut-être. juste rapide, Vas-y, c'était dis-moi. la patience de Valenciennes, Ouais, qui a fait confiance à Olivier Guégan malgré un début de saison compliqué. c'était chaud. Hein. Voilà, pas de panique. Et puis là, 3 victoires de suite. Voilà, on a vu des clubs qui ont changé très vite. Bon, on va en reparler plus tard. Nancy, je crois qu'ils ont bien fait de changer. Ouais. Mais Bastia, peut-être qu'ils sont un peu Mm, précipités avec mm. Mathieu Chabert. Enfin, moi, c'est ce que je pense en tout cas. En tout Ouais, cas, bah bravo ça, à VA. c'est clair, VA 10e, 15 points, qui s'est replacé, voilà, et encore 10e à égalité avec le 7e. C'est juste qu'ils ont une mauvaise différence de but, mais ils se sont bien replacés à 4 points du top 5, Valenciennes. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'était très chaud, Philippe, pour Olivier Guégan. On sentait que le match charnière, clairement, c'est la victoire à Dijon, quoi. À Dijon, ouais. Avant là, s'il y avait eu encore défaite à Dijon, à ce moment-là, ça aurait pu être compliqué. Mais bon, c'est vrai que pour une fois, les dirigeants ont fait plutôt preuve de patience. C'est à Ils ont pas trop le souligner. choix. Hein. C'est vrai, on va aussi le dire. Ils ont Oh, pas d'argent. Ils ont pas de quoi. ouais. Si, il y a aussi des problèmes financiers à Valenciennes qui fait que c'est plus compliqué de licencier ton coach que dans d'autres Mm. clubs. Hein. Il est en Donc, contrat jusqu'en 2023, je crois. J'ai regardé Mm. ça tout à l'heure. Donc, ouais, c'est Ouais. ça. Hein. Ah, c'est sûr que ça joue, c'est Coûte sûr que ça cher. joue, mais bon. Après, ils auraient pu paniquer, comme l'a dit Etienne, après la défaite Mm. contre QRM, notamment à la maison où VA était au Mm. bord de la zone rouge, et se dire, oulala, je sais pas, le groupe n'est plus derrière le coach, alors que, pour le coup, pas du tout. On a vu qu'avec ces 3 victoires consécutives, Valenciennes a eu la capacité de réaction, et Bastia, peut-être qu'on en parlera un peu pour les flops, enfin pas les flops, mais pour ce changement de coach plus tard. Mais c'est vrai qu'on a été un peu surpris par le timing du renvoi de Mathieu Chabert, puisque si comptablement c'était pas la folie, dans le contenu il y avait quand même des belles choses et on sentait un Bastia plutôt en manque de réussite, quoi. Et Ouais, ça d'ailleurs, reste un promu en plus. ça reste un promu et on n'a pas vu un changement radical, que ce soit dans la composition d'équipe, où là, il y a des fêtes à Dunkerque avant la trêve. On n'a pas vu un changement radical. Donc bon, là, Régis Brouard a été nommé, il revient en Ligue 2 après plusieurs années loin de la Ligue 2. Ce sera à lui d'insuffler une nouvelle dynamique. Mais les dirigeants, en tout cas, ils ont déjà grillé leur cartouche aussi, Étienne, c'est ça, tu vois. C'est que là, tu as déjà changé de coach au bout de 7 journées, 8 journées. Si ça se passe mal, bon, on le souhaite pas évidemment, mais si jamais ça venait à se passer mal avec le nouveau coach, c'est toujours compliqué de rechanger une 3e fois au cours d'une saison. Ça peut être Évidemment. compliqué. Ton top, Philippe? Mon top, c'est Auxerre. Ouais. Franchement, la Auxerre, moi, ils m'ont bien régalé sur cette première partie de saison. En plus, je suis souvent un peu difficile avec Auxerre. Toujours tendance à voir le côté un peu négatif, c'est-à-dire plutôt, on va dire, en début de saison, je disais, pour le moment, ils ont battu personne. Contre les grosses équipes, je suis du genre à constater qu'ils ont du mal à les battre finalement, et ça s'est quand même vérifié contre Nîmes avec ce 2 partout. Mais il n'empêche, il faut louer le travail de Furlan, il faut louer le jeu qui est proposé par Auxerre, il faut louer le spectacle qui est proposé franchement quasiment chaque week-end. Il y a peut-être eu 1 ou 2 matchs qui ont été un peu moins bons, mais sinon c'est quand même globalement régalé quand on a regardé la GIA jouer. Et le parcours, enfin le bilan est très bon quand tu vois une seule défaite en 11 matchs. Défensivement, ils ont trouvé une solidité et pourtant c'était pas simple parce que Gauthier Loris a été absent. Djoubal a manqué 2 ou 3 matchs, je crois, alors que pour moi, c'est vraiment lui le taulier de la défense. Donc non, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je trouve Auxerre monte en puissance. Je sais pas si ça va. Enfin, en fait, j'ai du mal à me projeter sur leur suite de saison. C'est un peu comme Sochaux, je me dis, il n'y a pas de raison que ça continue pas comme ça. En plus, finalement, tu vois, on parlait de Toulouse-Auxerre, ils les affrontent quelque part un peu au meilleur moment parce que Toulouse sera un petit peu amoindri. Et voilà, pour moi, je vois pas de raison non plus pour lesquelles Auxerre continuerait pas sur cette bonne série, cette bonne entame de championnat. Et voilà, c'est une équipe qui m'a vraiment régalé sur les 11 premières journées. Moi, je rectifie juste, Djubal, il a joué tous les matchs. Il a C'est joué les vrai ? 11 matchs.
Ouais. Et à un moment, il Il a même pas était, été. bah, à un moment, il était un peu incertain, mais finalement, il Ah, avait tenu sa place. Mais bon, bah, donc, alors, c'est Jubal comme ça. Il y a le Toggen. toujours excellent derrière avec et Théo Pelnard, c'est la révélation au poste de Et défenseur central pour le coup, qui carrément. jouait latéral à Valenciennes et qui a été recentré. Et non, juste, j'allais dire un autre petit bémol par rapport au Cerf. Oui, non, mais moi, le petit bémol, du coup, pour rester dans ta thématique, c'est le 2-2 contre Nîmes. Ça me fait un peu penser au match contre Grenoble, par exemple, l'année passée, ou même Toulouse, où Auxerre mène, a les occasions limite de mettre le 3-0 et domine son sujet. Et puis tout à coup, ils perdent un peu le fil d'une rencontre qu'ils ont en main. Et là, ils lâchent mine de rien, ils lâchent 2 points contre Nîmes, alors que la victoire leur tendait les bras à 2-0, qui s'était mis à l'abri. Et c'est dommage pour Auxerre, et c'est un peu récurrent ça pour le coup, c'est le mal récurrent de la GIA. Déjà l'année dernière, c'est de lâcher des points comme ça qui semblent assez faciles, en tout cas. Enfin, ils ont fait le travail pour prendre les points et finalement ils les laissent filer. Faudra pas, tu vois, un 2-2 comme Nîmes, faut pas le répéter trop souvent. Ouais, mais tu vois, Si ça ça se joue à arrivait qu'une 3-4 points fois. en fin de saison, bah, cette Ça saison, arrivait pour qu'une l'instant, fois ça en arrivait une fois. journée. Cette saison, Ouais, ça arrivait qu'une fois en journée. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de leur en tenir rigueur. Et je me dis, ça peut arriver. En plus, je pense que Furlan, pour le coup, se foire un peu sur le coaching. Enfin, bah, ouais, après, il fait rentrer. Le problème, c'est quand tu sors au trade pour Endom, bah, tout de c'est suite, ça, tu 2-0. tiens moins bien le ballon. Et après, bon, Charbot était mort, était carbonisé, et il fait rentrer. Il tient bien le ballon aussi, tu vois, quand tu mènes 2-0, mine de rien, c'est des joueurs, tu sais que le ballon, tu l'as dans les pieds. C'était la fin de bloc aussi de 5 matchs rapprochés, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas trop Ouais, envie ouais. de leur en tenir rigueur. Et je me dis, mais t'as raison. L'année dernière, c'était le problème. Cette année, Mm. en tout cas, ça a progressé là-dessus, puisque bah, Tu vois, les si équipes les battent, jamais, quoi. par exemple, à Toulouse, ça va être intéressant, mais s'ils mènent pareil 1-0 ou 2-0 et qu'ils se font encore rejoindre, ce serait. Enfin voilà, faut pas que ça se reproduise trop souvent comme l'année dernière, parce que je pense que l'année passée, c'est ce qui leur a manqué Ouais, pour jouer sur la fin, tout à fait. le top 5, hein, clairement. Il leur manque C'est un vrai. point ou deux, et voilà, ça peut jouer à ça. Moi, du côté des tops, bah, je vais parler quand même des autres équipes rapidement. Le Havre et Ajaccio qui sont dans le top 5, puisque c'est deux équipes qu'on n'attendait pas forcément dans le top 5 à ce moment de la saison, même si Ajaccio, on l'a déjà dit, on les sentait capables de bien commencer. Le Havre, j'avoue que c'est une vraie surprise, et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que, vu la jeunesse de l'effectif et le mercato estival, on s'attendait pas du tout à les voir aussi haut, alors que l'année passée, ils luttaient pour le maintien. Donc ça, vraiment, d'ailleurs, Paul Le Guen, coach du mois sur ma Ligue 2, vous pouvez retrouver l'article de Philippe sur le site. C'est vrai qu'il a réussi à créer un groupe hyper solide et solidaire, qui mêle bien les joueurs d'expérience et les jeunes. Et puis petite mention spéciale aussi moi pour Pau, voilà, qui fait un 15 points, et QRM, Pau et Et QRM, QRM, ouais. Ouais, je vais on mettre peut les deux mettre. parce qu'ils ont tous les deux 15 points, et même Niort, hein, les équipes à 15 points finalement. Ouais, c'est vrai. Parce que Pau, QRM et Niort, c'est trois équipes qui sont censées lutter pour le maintien sur le papier, et ils ont déjà 15 points, ils font un très bon début de saison avec des dynamiques un peu différentes. Pau est en train de baisser un peu le pied, QRM remonte bien, Niort a bien commencé aussi, mais voilà, franchement, c'est trois équipes qui chacune dans leur style obtiennent des résultats. Voilà, QRM, c'est une équipe qui est très 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 difficile à manœuvrer, qui est hyper disciplinée tactiquement. Pau, c'est un peu à domicile, l'équipe toujours un peu compliquée à battre, très généreuse. Et puis Niort, c'est pareil, c'est un groupe jeune que Sébastien de Sabre mène très bien, avec le retour d'Ibrahim Sissoko qu'on a reçu la semaine dernière dans le podcast. Donc voilà, petit top rapide. Bon, on va passer aux choses qui fâchent maintenant. L'heure des flops. Étienne, je te laisse te prendre, mettre des petits tacles en premier comme ça. Voilà. Bah, je vais me fâcher avec les Parisiens, tiens, j'aime bien ça. Ah ouais. Ouais, le Paris FC, je trouve ça un peu décevant. Bah, ils sont encore assez haut au classement, malgré une dynamique qui est quand même assez mauvaise depuis quelques semaines. Voilà, c'est un club qui promettait en début de saison. Tu as quand même des super joueurs comme Laura, Diakité ou Guy Lavogui. Un coach quand même d'envergure pour un club de Ligue 2. Et puis ça marche pas très bien, quoi. Depuis des semaines, Thierry Loret, il se lamentait du manque d'efficacité offensive de son équipe. Et finalement, contre Nancy, on a vu un Paris FC qui se créait même plus tant d'occasions que ça. Donc voilà, Paris va sûrement recruter un attaquant au mercato d'hiver et peut-être plus, mais en attendant le mercato, il y a quand même une dizaine de matchs à jouer, ça risque d'être un peu long. Donc voilà, Paris, c'est pas terrible. Ouais, c'est pas un flop, c'est plus un carton jaune, Une quoi. déception. Avertissement. Ouais, Ouais. déception. Bah, ils ont Ouais, la Avertissement, mais chance d'être Paris. encore à portée de fusil du Ouais, ouais, reste. bien sûr. c'est là où faut. Bon, après, ils ont fait un énorme début de saison, mais c'est là où faut tempérer, c'est que
malgré ce mois de septembre très très compliqué, ils sont juste là aux portes du top 5. Et pour moi, s'ils sont dans les playoffs, c'est l'équipe qui sera la plus chiante à battre en playoffs parce qu'ils ont l'expérience et ils ont des joueurs. Après, ils ont quand même eu plein de blessés. Je pense que c'est peut-être l'équipe qui a eu le plus de blessures depuis le début de saison. Il y a eu la suspension de Gaëtan Laura. Déjà en défense, c'était une catastrophe. Ils ont Ndiaye qui sont blessés. Et même au début, quand tu étais là, il y a Mandzukic, le capitaine quand même, qui était le métronome milieu de terrain qui se pète pour 6 mois en plus. Non, franchement, très compliqué. Ils ont recruté ou pas? Ils viennent de recruter. Là, ils ont recruté Mahamé Sibi de Strasbourg, prêté par Strasbourg. Donc je pense que c'était impératif. En plus, apparemment, il a un profil milieu défense centrale, donc il peut dépanner aux deux postes. Donc je pense que c'est un peu l'idée aussi. Mais il faut surtout pas les enterrer parce que je pense que c'est une équipe qui peut vite retrouver la confiance et qui peut derrière être capable d'enchaîner. C'est quand même, physiquement, ça reste très très costaud. Et avec tout son effectif, ça pourrait être vraiment, imagine, il reste 6e jusqu'au printemps. C'est l'équipe type qui te fera une série sur la fin et qui se mettra bien pour être dans les playoffs. Mais c'est vrai que je crois que le Paris FC, c'est l'équipe qui convertit le moins de grosses occasions selon les fameux XG, là, les expected goals. C'est impressionnant. Ils se créent avant Nancy, où Nancy c'était un peu moins bien, mais avant Nancy, par exemple à Niort où ils prennent 4-1, c'est incroyable quoi. Ils ont 3 fois plus d'XG que Niort et ils finissent par perdre 4-1 un match. Je crois que Niort fait 5 tirs cadrés, 4 buts et eux, voilà, tout l'inverse quoi. Même à Ajaccio, ils perdent 1-0, ils doivent gagner le match 10 fois en deuxième mi-temps, sauf que les attaquants ils savent pas se faire de passe. Enfin, à un moment donné, Thierry Loret il va les foutre devant la vidéo, il va leur dire bon les gars, franchement, ils pourraient avoir 5 ou 6 points de plus sans problème. Ah bah avec une vraie efficacité offensive, mais c'était déjà, par exemple, un Gaëtan Laura qui est pour moi il y a le potentiel d'être l'un des meilleurs attaquants de Ligue 2 physiquement, avec sa vitesse, son intelligence dans le jeu. Mais alors à la finition, c'est là, c'est vraiment là la grosse marge de progression de Gaëtan Laura. Et pas que lui, c'est tous les attaquants de Paris. C'est pareil pour Alfarella, c'est pareil pour Kadi. C'est vraiment le dernier geste qui fait mal à Paris. Et faut trouver un buteur comme un Charbonnier à Auxerre, un Kalulu à Sochaux, quand des mecs qui savent, qui marquent. Ili à Toulouse, Oneu pareil. Voilà, si tu veux être dans l'autre tableau, tu as besoin d'un buteur quand même qui s'affirme dans ces équipes-là. Est-ce que tu as un autre petit flop, Étienne? Oui, j'en avais un autre, c'était Amiens, qui est quand même en train de s'enfoncer tout doucement. Alors beaucoup de matchs nuls, donc on a l'impression que c'est pas si grave, mais il y a eu une seule victoire depuis le début de la saison. C'était à Guingamp. Moi, j'ai vu le match d'ailleurs. Enfin, c'était pratiquement un hold-up, quoi, parce que Amiens avait très peu touché le ballon. Voilà, je rappelle qu'en août, Michael Alphonse avait dit que, en gros, ses coéquipiers n'avaient pas tous le niveau. Oui. C'est assez inquiétant pour cette équipe d'Amiens qui n'avance plus. Bon, alors depuis ces déclarations, il y a eu les derniers jours du mercato où ils ont recruté 3-4 mecs, et même après avec Jesse Benet. Donc je pense que le niveau de l'équipe depuis ces déclarations fortes de Michael Alphonse a augmenté. Mais après, c'est toujours le même problème à Amiens. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Philippe, pour suivre le club depuis la relégation. Et même en Ligue 1, ce qui leur a fait mal, c'est que c'est devenu Oswald Tanchot que j'avais au téléphone en début de saison. Il disait c'est un aéroport quoi en fait, parce que tu as des joueurs jusqu'au dernier jour du mercato qui partent, qui arrivent, même hors du mercato, des jokers, des machins. C'est vrai que pour un entraîneur, construire un vrai collectif fort avec autant de mouvements, c'est toujours compliqué. Et Philippe Pichberger, c'est un super coach de Ligue 2. On l'a vu avec Grenoble pendant 3 ans où il a eu de la stabilité. Il a fait progresser l'équipe jusqu'à atteindre les playoffs. Là, Amiens, il fait pas de miracle. Faut du temps, quoi. Il faut du temps pour qu'il puisse créer un vrai collectif, quoi, Philippe. C'est ça. Il y a du mieux, d'ailleurs, on l'a vu à Toulouse, contre Toulouse, pardon. Où franchement, ils ont réussi à tenir tête une équipe de Toulouse, mais ça reste. Les mecs, t'as l'impression qu'ils se connaissent pas encore. C'est exactement ce que tu dis. Il n'y a pas beaucoup d'automatisme. Il n'y a pas, au niveau collectif pour le moment. Pourtant, Isberger est un bon entraîneur. Et puis, je pense qu'il a l'expérience, son équipe. Voilà, mais tu sens que c'est pas encore ça. Alors, peut-être dans 4-5 matchs. Le problème, c'est que dans 4-5 matchs, tu seras déjà à 15 journées de championnat. Et ce que vous disiez tout à l'heure, quand tu disais les tops, tu dis Pau, QRM, Niort, 15 points. C'est déjà beaucoup. Et franchement, le maintien cette année, je sais pas. Enfin, du coup, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui vont être concernés par le maintien cette année. Parce que franchement, quand tu vois que ces petits clubs, entre guillemets, même Rodez a déjà 13 points,
Clairement, Nancy, Bah, on en parlera après, mais ils sont déjà largués. Nancy, voilà, mais quand tu vois que c'est Nancy, et ça reste que pour moi, je suis persuadé qu'avec un coach, le futur coach, ou alors Benoît Pedretti, j'en sais rien, un coach qui connaît mieux la Ligue 2, qui va savoir, comme Jean-Louis Garcia le faisait, mettre un système et quelque chose de cohérent avec ces joueurs-là, tu peux obtenir des résultats. Et pour moi, Nancy Lanterne Rouge à 5 points, faut se méfier, parce que je pense qu'ils vont pas garder ce rythme tout le temps. Il y a un moment donné où je pense qu'ils vont réussir à prendre un peu plus de points. Donc, c'est pas comme voilà, c'est pas comme on a déjà vu des saisons à Tours qui étaient complètement larguées, où là on savait que même le niveau de l'effectif était pas suffisant. Là, à Nancy, t'as quand même, enfin, tu prends l'attaque, t'as quand même Young, Biron, Thiam, Triboulet qui est sympa. En défense, t'as encore El Kaoutari, enfin voilà, je veux dire, t'as Bianda, t'as le matos quand même pour faire mieux que ce qu'ils ont montré. C'est juste que il y avait une Je pense que c'est incompréhension, meilleur je pense. qu'Amiens. Je sais pas si c'est meilleur, mais ce que je dis, c'est que je suis d'accord avec toi dans le sens où plein d'équipes seront concernées parce que pour moi, même Nancy qui est un peu largué aujourd'hui peut remonter, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, ça peut impliquer d'autant plus d'équipes en fin de saison pour le maintien. Parce je pense pas qu'on aura un Nancy complètement largué toute la saison, quoi. Tu vois? Je pense que ça Non, va arriver. mais ça va être, va falloir être costaud quand même pour Mais repartir ouais. de l'avant, hein. Ah bah ouais. Mais déjà regarde à Paris, tu vois qu'avec Benoît Pedretti, mine de rien, quand ils sont menés 1-0, moi je me dis devant ma télé, je me dis ça y est, ils vont Ouais, ils encore vont couler. craquer, ils vont s'en prendre Mm. 3, Je suis ça va être d'accord. compliqué. Et au final, tu vois que bah non, ils arrivent. Je pense qu'avec un système un peu plus cohérent, avec un discours bah déjà plus proche d'un Pedretti. Je pense que son discours a plus d'impact qu'un Daniel Stendel qui passait par un traducteur. Et puis je pense qu'il y avait plein d'incompréhension dans le jeu, dans les consignes avec les joueurs. Et bon, du coup, on parle de l'ancien en flop en même temps. On Ouais, développe, Vas-y, enchaîne. mais c'est clair que, comme disait Étienne tout à l'heure, ça paraissait indispensable de séparer malheureusement Daniel Stendel. Je pense qu'il y avait une fracture entre le groupe, entre les attentes du coach et les attentes des joueurs. Je pense qu'il y avait vraiment un monde d'écart et qui pouvait plus être comblé. Ça se voyait sur le terrain. De toute façon, quand tu prends 4-1 à Grenoble à 11 contre 10, quand tu fais que 1 partout contre Amiens à 11 contre 9, c'est que les joueurs, ils sont, enfin, voilà, on sentait pas d'esprit de révolte, on sentait pas, moi je sentais pas un groupe derrière son coach. Et je pense que Gauthier Gannet, franchement, je salue la franchise de Gauthier Gannet parce qu'il y a plein de présidents dans ces cas-là qui se cachent et lui pas du tout. Il a dit bah c'était mon choix, je me suis trompé clairement. Voilà, ça s'est pas du tout déroulé comme je l'imaginais parce que lui l'avait connu en Angleterre, ça avait très bien marché en Angleterre. Mais là, sans doute que Nancy était trop fragile, trop malade, repartait de trop loin pour avoir un coach qui connaissait pas la Ligue 2 et qui avait ces méthodes-là. Donc je pense qu'il va falloir trouver maintenant le Gauthier Gannet, il a plus le droit de se tromper parce que le choix du lui non plus. successeur de Stendhal, voilà, ça va être primordial parce que là, il y a plus de temps à perdre. Il faut prendre des points très très vite. On l'a dit, il y a déjà 11 matchs de disputés, 0 victoire. Donc voilà, au moins il a eu la franchise de le reconnaître et ça, il faut le saluer. Mais c'était un fiasco. Pour moi, c'est le flop numéro 1 cette saison. Pour l'instant, c'est Nancy. Franchement, c'est 0 victoire, une équipe qui est méconnaissable, qui a pris des valises, des 4-1, des 4-0, voilà, plusieurs fois cette saison. C'était hyper inquiétant. Donc voilà. Est-ce que juste parenthèse, est-ce que vous aimeriez voir Pedretti du coup l'intérim durer? Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution ou est-ce qu'il faut prendre un coach plus expérimenté dans cette situation-là, style, bah, je sais pas, les noms qu'on voit, style un Girard, un Duprat, voilà, c'est ce genre de coach. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, de ce qu'on a pu lire, manifestement, les joueurs de Nancy aimeraient beaucoup que Pedretti continue. Mais seulement, je crois qu'il n'a pas encore tous les diplômes pour entraîner en Ligue 2. Ah ouais, je sais pas s'il y a les diplômes. Et C'est pas c'est grave ce qui ça. était écrit dans l'Est républicain récemment. Et donc, ça peut engendrer des amendes pour Nancy. Je ne sais pas s'ils peuvent se le permettre. Mais s'ils peuvent, je crois que le groupe aimerait beaucoup Pedretti. Enfin, on a senti un soulagement au changement de coach dans le groupe. Ouais. Et Et même, c'est bête ce que je te ouais. dis, mais la conf d'après-match à Paris de Pedretti que j'ai regardé, que j'ai suivi en Mm. direct Ouais. sur France Bleu Sud-Lorraine, franchement, enfin, c'est le jour et la nuit. Tu voyais Stendel, les journalistes posent la question, c'est traduit, il répond, mais c'est Mm. traduit, mais c'est un peu Mmh. entre guillemets mal traduit parce qu'en plus, Ouais. enfin, il faisait de son mieux, mais tu sais que Mm. le discours perd en intensité. Après, c'était comme Bielsa à l'OM, ça avait bien marché, mais à Lille, ça n'a pas Mm. bien marché, mais enfin, c'est un peu le Ouais, même ouais. genre.
Et puis là, Pedretti, c'était clair, net, précis, revenir à des trucs basiques, mais quand il pète un câble avant le match, il y a des joueurs qui n'arrivent pas à l'entraînement à l'heure à l'entraînement quand on voit notre situation. Moi, ces joueurs-là, voilà, je les écarte. En gros, il y aura pas de il y a pas de passe droit, il y a machin. Tu te dis, qu'est-ce qui se passait avec Stendel? C'est-à-dire que les gars, ils venaient en retard. Enfin, c'est, bah, je sais pas. C'est sûr que on sent déjà que le discours de Pedretti est plus carré, je pense que ça parle plus aux joueurs, voilà, déjà. Après, faudra le montrer sur le terrain. Ça, c'est autre chose. Mais du coup, pour le moment, c'est. Ouais, non, j'allais dire pour le moment, en tout cas, on n'en sait pas plus. Gauthier Gagné avait dit qu'il rencontrait 5 entraîneurs. Il veut prendre son temps, je crois. Il prend, voilà. En même temps, il a raison parce que c'est hyper important et surtout que sachant que là, le premier test de Pedretti a été positif, donc. Ah oui, effectivement, je l'avais lu, tu as raison. Je crois que tu as 1 mois pour te mettre en conformité, en fait. Ah, c'est ça, c'est ça. Pendant 1 mois, ils peuvent. Donc, il peut garder Pedretti pendant 3-4 matchs. Après, je sais pas si Pedretti. C'est 10 000 par match. Hein. Je crois que c'est 12 500 même. Ouais, ça peut-être monte. Ouais. Bon, bah, ça va, ça fera. Ouais. Mais Pedretti, il n'a pas encore ses diplômes, mais je pense qu'il doit être en train de les passer. Ouais, en tout cas, c'est le but. En tout cas, c'est le but parce qu'il était coach de la réserve. Donc, lui, c'est clair que. Je sais pas si la LFP. Après, tu peux toujours faire comme l'ont fait certains clubs. Tu mets un mec, un adjoint qui a le déclic. Bien sûr. Ouais, voilà, un adjoint tout en sachant que c'est Pedretti le numéro 1. Mais voilà, à l'époque, il était avec Patrick Gabriel. Je crois qu'il est plus au club. Ça s'est vu, ouais, c'est vrai. Donc, bon, à suivre, mais en tout cas, pour l'instant, ça n'a pas bougé par rapport au coach rencontré visiblement par Gauthier Gagné. Donc, c'est toujours Benoît Pedretti. À l'heure où on enregistre, en tout cas, c'est Benoît Pedretti. Ça peut changer d'ici la diffusion. Donc, voilà, on fera une émission pour parler de l'arrivée de Duprat. Voilà, exactement. Philippe, moi, du coup, c'est Nancy. Je parlais de Nancy en flop, donc on est tout de suite parti sur mon flop. Quel est ton flop, Philippe? Bah, c'est un autre gros club. Pour moi, c'est Dijon, mais c'est le Dijon d'avant-garde. C'est le Dijon en fait qui a perdu du temps, oublié ce que c'était la Ligue 2 et qui en fait a voulu repartir avec le même coach que la deuxième partie de saison de Ligue 1 où ça s'était déjà très mal passé. Je pense que le mercato les a pas aidés aussi parce qu'il y avait pas mal de joueurs qui perturbaient le groupe et dont ils auraient voulu se débarrasser un peu plus facilement. Et puis ils se sont rendus compte que c'était pas si simple, surtout avec la période post-Covid. Donc tout n'est pas à mettre sur la faute des dirigeants dijonnais. Il n'empêche qu'on le sentait quand même venir en tout début de saison que Dijon serait un des premiers clubs à devoir se séparer de son entraîneur. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et puis surtout, on a vu que derrière, quand Patrice Garande est arrivé, il lui a fallu 15 jours pour remettre les têtes à l'endroit, pour faire des vrais choix. Alors, il a profité aussi du fait que le mercato était terminé, que certains éléments indésirables ont pu quitter le club et bien repartir. Après, là, finalement, tu te rends compte aussi que la valeur de Dijon, elle est, avec certains joueurs qui ont connu la Ligue 1, elle est peut-être pas dans le top 10 de Ligue 2 actuellement. Et on l'a vu, ils ont perdu au Havre. Ils ont perdu aussi à domicile contre Valenciennes. Il reste sur 2 défaites d'affilée, la mine de rien. Ouais. Donc, après, le contenu, c'est vrai qu'on a vraiment senti. Non, ouais, là, je te rejoins, c'est que le contenu. Contre Valenciennes, ils ne doivent jamais perdre. Contre VA, ils ont. Même contre le Havre, ils touchent 2 fois le poteau avant le. Ouais, ils démarrent bien le match, mais après, c'est vrai qu'ils sont. C'est pas constant. Voilà, c'est pas constant. Mais je pense que ça va venir. Et je m'inquiète pas. Pour toi, ils ont que 10 points, c'est pas beaucoup. Hein. Je m'inquiète pas du tout pour eux par rapport au maintien. Autant sur Amiens, je suis plus inquiet et je rejoins totalement le côté flop d'Étienne. Autant tu vois Dijon, moi ce que je mets en flop, c'est l'intersaison. Mais je m'inquiète pas pour le maintien pour eux en tout cas. Il y a un Dijon-Amiens juste après la trêve, je crois. Ah ouais, Dijon-Amiens. Parfait pour voilà. Exactement. Dijon va gagner, comme ça il se met directement dans le bon sens. Et c'est d'autant plus dommage on rappelle qu'on les a quand même mis favoris 3 étoiles, Dijon, avec Paris. C'est vrai? Mais ouais, bah oui. Mais c'est d'autant plus dommage que. C'est pas moi ça c'est toi. C'est peut-être moi qui me surprends. Non, mais c'est d'autant plus dommage que je trouve qu'ils ont super bien travaillé dans le recrutement pendant l'été et je me suis dit. Et justement, tu parlais, ils ont oublié ce que c'était la Ligue 2. Et moi, quand j'ai vu du Le Bihan, quand j'ai vu du Jacob, quand j'ai vu du Congrès, quand j'ai vu je me rappelle. je me suis dit, bah, c'est intelligent parce que finalement,
il recrute Ligue 2. Enfin, tu vois, il s'était mis quand même dans le recrutement en mode Ligue 2. Mais en fait, effectivement, le traumatisme avec David Linares était trop important. Et c'est là où ils ont perdu beaucoup de temps. C'est qu'ils auraient dû faire comme Toulouse, dans ce cas-là, prendre Patrice Garand dès le début de la prépa. Et voilà, Garand, il a eu aussi 4-5 matchs à Toulouse. Et une fois que c'était parti, c'était parti. Et c'est vrai qu'ils ont perdu du temps, malheureusement, avec David Linares. Et du coup, ils sont dans une situation où ils ont que 10 points après 11 journées. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que moi, là, en termes de recrutement, je reste persuadé avec les retours. Tu avais le retour de Brian Soumaré, de Aurélien Schedler. Enfin, pour moi, sur le papier, il y a vraiment quelque chose à faire de super intéressant avec cette équipe. Oui, Maintenant, mais je me rappelle très bien ce que je t'avais dit à l'époque. Et d'ailleurs, c'était Clément qui avait poussé aussi, qui était complètement d'accord avec vous. Vous étiez à fond là-dessus, je me rappelle. Et je disais, attention, parce que pour moi, c'est des joueurs mentalement. Je suis pas sûr qu'ils sont capables de jouer dans un club comme Dijon qui va être attendu tous les week-ends. Et c'était ça ma grosse limite, de me dire, est-ce que ces gars-là, ils vont. Parce que jouer à Niort et jouer à Dijon, ça n'a rien à voir. Et donc, d'ailleurs, finalement, on voit que Jacob Soumaré, on voit qu'il joue pas. trop titulaire. Brian Soumaré, il n'est pas dans le groupe. Voilà, Michael Lebien, il est devenu remplaçant. Donc finalement, oui, j'avoue que quand tu recrutes un Le Bihan qui sort de 19 buts, tu dis super pioche. Et puis finalement, pour le moment, c'est pas au niveau de ce qu'il a montré la saison dernière. Et c'est plutôt Schedler d'ailleurs qui tient un braque devant. Et Dobré c'est qui bien ce qu'il commence fait Schedler. Je suis content pour. à monter en puissance. Ouais, c'est très bien. Donc voilà, effectivement, Dijon mérite d'être en flop. Je reprends un peu le classement juste. Après, tu as des clubs du ventre mou. Enfin, tu as Guingamp, Grenoble qui sont un peu dans. C'est pas des flops parce qu'il y a eu du changement. Pour moi, je trouve que c'est des clubs qui ont eu beaucoup de changements. Donc finalement. On aurait pu dire un peu le début de saison de Grenoble mais ils se sont bien rattrapés, surtout à domicile où c'est devenu une machine au Stade des Alpes. Mais bon, il fallait digérer le changement avec les nouvelles méthodes de Jacobacci, avec quelques recrues. Ils ont eu pas mal de blessés aussi en début de saison. Mais on voit que la Grenoble est partie pour se remettre tranquillement vers le milieu de tableau. Normalement, il y aura pas de soucis. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des top flops. Et puis juste au-delà des clubs, peut-être moi je mets un petit bémol sur pas l'arbitrage en tant que tel, mais on en avait parlé, notamment l'absence de goal line technology sur une journée qui a fait très mal à Ajaccio et à Caen. Donc voilà, ça c'est plus un flop de la LFP de pas au moins mettre la goal line en Ligue 2, ça peut servir. Parce que s'il y a un match à la 36e, 37e, 38e journée où il se passe ça, attention, parce que les enjeux seront totalement différents si c'est pour le maintien ou la montée, tu vois. Si Nancy paye l'amende pour Pedretti, ça pourrait presque financer la goal line au stade Marcel Picot. En fait, il y a peut-être des trucs à faire, quoi. C'est clair. Mais en tout cas, voilà. Et puis top. Moi, je trouve que on a une année assez spectaculaire en termes de spectacle, en termes de jeu, en termes de buts. Enfin, je trouve qu'on s'ennuie vraiment pas. Et je prends une équipe comme Dijon qui est 17e, comme Bastia qui est 16e, ça joue quoi. Franchement, moi, pour avoir vu des matchs de Bastia en décalé, les matchs de Dijon en décalé, même Amiens, c'est pas si triste que ça. Voilà. Franchement, je trouve qu'on a vraiment une belle saison avec des. De toute façon, on le dit, les coachs de Ligue 1, les Moulins, les Loré, les Le Gouen, les Furlan, tous ces coachs-là, les Montagnier, les DAF, ça produit du jeu. Et quoi qu'il arrive, ils viennent pas en Ligue 2 pour s'ennuyer. Donc franchement, je trouve que c'est déjà une remarque qu'on se fait depuis quelques saisons, mais ça se confirme. On a vraiment un championnat de qualité. On s'ennuie. Et même le lundi soir, on le disait, Philippe, avant, c'était on appelait ça la purge du lundi soir. Et franchement, maintenant, on a des super matchs. Là, le Caen-Toulouse, il était incroyable. 3-2 à la mi-temps. Match totalement fou. Donc, après, on a un peu de mal à faire venir les gens au stade le lundi soir, toujours. Quoi. Ça aide pas à faire des affiches spectaculaires avec l'ambiance du lundi soir qui est souvent pas terrible. Ouais, c'est dur. C'est dur. Et à l'inverse, par contre, le samedi après-midi, tu vois, c'était vraiment sympa. Notamment à Amiens, il y avait 11 000 personnes, même si c'était pour l'anniversaire du club. Mais à l'inverse, ce match-là, il aurait pu avoir lieu un lundi soir parce que j'avoue, je me suis vraiment fait chier devant Amiens-Toulouse. Vraiment... toi, t'es mal tombé. Amiens-Toulouse. Ça, c'était un bon vieux 0-0 à l'ancienne. Ça arrive encore, hein, on peut pas. Mais c'est rare, mais c'est très rare. Mais ça se raréfie et c'est ce qu'il faut souligner, c'est le principal. Voilà pour les top flops. Merci messieurs. Et puis on accueille notre invité tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. T'as vu la petite pirouette? Notre invité.
Ça, c'est du talent. Hein. Ça, c'est du talent. D'ailleurs, il m'a répondu. Non, il m'a pas encore répondu. Peut-être pas. Là, tu dois laisser la porte ouverte pour le cal. Je sais pas pourquoi il va te proposer le cal, tu vas voir. Ouais, mais bah après, je me dis, si je lui propose Boutaïb et que Boutaïb il dit non aussi, enfin, tu vois, après, c'est un cercle sans fin. Je me dis, au moins là, il y a deux. Je lui laisse deux portes. Après, le cal, il vient de marquer, et puis, ça peut être intéressant aussi. Ah oui, carrément. Le petit quiz, je me remets le petit quiz là. Attendez, parce que Vas-y, ça a parce bugué. que Hop. là, du coup, faut que je marque mon territoire. Allez. Et on termine cette émission comme d'habitude par un petit quiz rapide. Le challenger Étienne face à l'expérimenté Philippe qui remet pas de titre en jeu, il n'y a pas de titre à gagner, juste la victoire en jeu. Alors j'espère que vous n'avez pas vu ces statistiques passer très récemment. Sinon, vous me le dites tout de suite et je prendrai un autre thème. Moi, je sais pas ce que c'est une statistique. Ouais, Philippe, je sais que tu sais pas, mais au cas où Étienne, je sais que tu as regardé quelques stats récemment, mais voilà, je vais tenter. Je vais tenter sur les joueurs qui prennent le plus de cartons jaunes cette saison. Ça te dit rien? Tu l'as pas en tête? Un rouge, je savais. Mais ah ouais, rouge. Ok, ça va. Ok. Rouge, j'en ai un, quoi. Bon, le rouge, le numéro 1, je pense que tout le monde, voilà. Malheureusement, on salue Giovanni Hag. En plus, c'est le malheureux qui a déjà pris 3 rouges. Donc, ok. Eh ben, on va jouer avec les joueurs qui prennent le plus de cartons jaunes. J'ai une liste de 12 joueurs qui en ont pris au moins 4 cette saison. Oh, alors vous allez avoir le droit à beaucoup de jokers hein, parce que c'est très compliqué et je pense que je vous aiguillerai sur les clubs même après. Mais voilà, on va déjà faire quelques tours chacun à votre tour. Vous allez me citer des joueurs que vous avez en tête qui sont susceptibles selon vous de prendre beaucoup de cartons jaunes cette saison. Et puis s'ils sont dans la liste 12 joueurs, ça fera des points. Sinon après je vous donnerai quelques indices et on fera peut-être un jeu de rapidité si vous ne trouvez pas. Je laisse l'avantage à Étienne pour commencer. Voilà, c'est pas facile. Hein. Je vais non, c'est pas facile. Aro Kodare, Damien, parce que je trouve qu'il bouge pas mal les défenseurs quand même. C'est pas bête, parce que c'est un très physique. C'est pas dans la liste. Et d'ailleurs, il y a des attaquants hein, dans la liste. Je vous le dis, c'est un petit indice. C'est pas bête parce qu'il y a même pas mal d'attaquants. Enfin, il y a plusieurs attaquants dans cette liste. Donc il y en a pas qu'un. Donc voilà, c'était bien tenté, mais il ne fait pas partie. Dommage. J'ai envie de tenter, moi, Souleymane Diarra, Guingamp. Très bon choix, mais non, il n'y a pas Souleymane Diarra cette année. Putain, il y en a au moins 3. Pourtant, par le passé, on sait qu'il en prend des cartons, mais pour l'instant, pas de points. Deuxième tour. Je vais tenter Gonzalez d'Ajaccio. Oui, Oumar Gonzalez, 4 cartons jaunes. Yes. C'est validé. Un premier point pour Étienne. Et 4, c'est pas beaucoup. Hein. Oui, en fait, comme indice, ouais, voilà. Et comme indice, il y a un seul joueur qui a 5 cartons jaunes. Et après, tous les autres ont 4 cartons. Donc, c'est pas le numéro 1, Gonzalez. Il y a quelqu'un qui en a pris plus. Il a un talent pour éviter les rouges. Ah ouais, il est très, très, très fort. Et pour provoquer les rouges. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un talent, mais en tout cas, il y a une propension à. Ça sert son Est-ce que Moustapha Nam, il serait dans ta liste? Non, il n'y a pas Moustapha Nam non plus, milieu de terrain du Paris FC. Toujours 1-0 Étienne, on continue. Est-ce que Baptiste, le capitaine de Pau, est dans la liste? Antoine Baptiste, il y a un joueur de Pau, mais c'est pas Antoine Baptiste dans la liste. Dommage. Voilà, je commence à vous distiller quelques petits indices. Un joueur de Pau, donc est-ce que ce serait Kofi? Non plus. Non plus. Étienne? Ça devient difficile. Vous n'êtes pas obligé de trouver le joueur de Pau. Hein. Non, bah là, je vais continuer. Alors, je vais vous donner, parce qu'on revient à 0. Non, je vais vous donner, il y a 1, 2, 3, on peut le considérer 4, 5. Il y a 5 attaquants dans la liste. Pour l'instant, vous n'en avez cité aucun. Ouais. Genre des buteurs ou des attaquants Des attaquants. Des buteurs, des attaquants. Il y a des deux. Il y a des buteurs et des pas buteurs. Voilà. C'est à moi là? Non, c'est à qui? Non, c'est à Étienne. Je crois que c'est à moi. Attaquant, bon. Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi pas Santelli de Bastia? Il y a un joueur de Bastia, mais c'est pas Santelli. C'est pas Santelli. Non, c'est ça se rapproche. Ouais, c'est Kevin Schur. Bien joué. Kevin Schur, égalisation de Philippe. Je vous donne quelques petits indices parce que. Ouais. Un partout, égalisation de Philippe. Il reste 10 joueurs du coup dans la liste. Vous en avez 2 sur 12.
que C'est t'as à une nouveau à idée? moi, là, je crois. Ouais. Ouais, c'est à toi. Je tente Cubas de Nîmes. Non, C'est pas mal. il y a pas. Ça c'est bien tenté, Hmm. mais il n'y a pas Cubas du Nîmes Est-ce Olympique. qu'il y a un Valenciennois? Il n'y a pas de Valenciennois. Ah, purée. Il y a Il même y a un pas Nîmois. Alors Cécile Almeida, quoi. je vais vous dire, puisque souvent je donne un indice, il y a un Nîmois qui n'est pas Cubas du coup dans cette liste. Il y a un Nîmois qui n'est pas Cubas. Plutôt attaquant. Ponceau? Plutôt défenseur. C'est pas Ponceau. Bon, Est-ce que bah tu vas-y, veux Étienne. tenter un défenseur de Nîmes? Martinez. Ouais, Pablo Martinez. Ah bah oui. 4 cartons jaunes, le capitaine de Nîmes. 2 points pour Étienne. On a trouvé le Nîmois. On n'a pas trouvé le Palois encore et il y a encore des attaquants du coup. Philippe. Les attaquants. Ah bah. Attends, je réfléchis. Ouais, si, Rally Boutaïb. Non, il n'y a pas Boutaïb. Pas pris beaucoup de cartons jaunes, je pense, Ralik Boutaïb. On va la faire, je pense que on va la faire le premier arrivé à 3 et Etienne est déjà à 2, mais Ah, ouais. on va voir. Vas-y, Etienne, Étienne. c'est à toi. Est-ce qu'on a un Dunkerquois dans la liste? On a un Dunkerquois dans cette liste. Alors, on voit que tu vas sur l'effectif. Ouais. Bah oui, je suis un peu à sec là. Pour ouais, te dire. carrément. Je l'ai pas osé. Moi, je vais tenter de Chukwunte puisqu'il en a pris un la semaine dernière. C'est pas l'attaquant, c'est pas D'accord. Chukwunte. Philippe, une balle d'égalisation. Dunkerque, ce serait Cissé? Non. Bah, Alors, je suis con, il arrive après, messieurs, 2-1 pour Étienne. On va changer un peu les règles. On va chercher le joueur qui a 5 cartons jaunes. Ouais. Ce sera de la rapidité. Ok. Vas-y. Si l'un de vous répond, il peut pas enchaîner une deuxième réponse. S'il se trompe, la parole sera à l'autre. Ok. Ok. C'est un joueur. On cherche un joueur de l'AC Ajaccio. Alors. Qui a pris 5 jaunes. Putain, c'est énorme. Ouais, mais j'ose pas tenter. Un deuxième indice? Ouais, un petit indice. Attention, parce que là c'est rapidité. Ah non, c'est pas Lassie. Donc tu peux tenter un autre joueur, Étienne. Et après je vous redonnerai un indice. Suspendu il y a pas longtemps. Courtet? Ouais, Gaëtan Courtet. C'est le joueur qui prend le plus de jaunes. Bon, c'est vrai qu'il a un jeu assez engagé. Donc Gaëtan Courtet, numéro 1, donc 3-1 pour Étienne. Ensuite, on cherche 2 joueurs de Toulouse. Rapidité. Spearings. Ouais, Spearings pour Philippe, c'est bon, 3-2. Et un deuxième joueur de Toulouse. Tu nous entends? Oui, ça va, je vous entends. J'ai eu un petit saut de connexion. Ouais. Toulouse. Philippe a trouvé Spearings de Toulouse. Et Van Den Bomen. Non. C'est un attaquant. On a où? Ah non, il est. Non. Ah, ouais. Ressili. Bon, il est. Ressili avec 4 cartes jaunes. Ouais, donc 4 jaunes, ouais, purée. Ah, lui, il a été suspendu, c'est vrai aussi, oui, il a été suspendu. Et allez, 3 partout. On va dire que c'est le but en or, Golden Score. Celui qui me trouve un joueur remporte. Alors attendez, je réfléchis. Ok, on cherche un joueur de la JOCR. Djoubal. Non. Étienne, la parole est à toi. Ah, je sais. Ah, mais moi, je sais pas. Qui a déjà été invité dans notre podcast. Non. Je sais pas, Arceus? Non, non plus. C'est un joueur offensif qu'on cherche à Auxerre. Ah, Saki? Non plus. La parole est à Étienne. Hein? Non. Philippe? Bah, au traite. Il non plus. Sur l'arbitre. Bah putain, Etienne. Mais c'est qui? Gaëtan Perrin? Non plus. Gaëtan Charbonnier. Il est piégeux. C'est pas Charbonnier non plus.
Il en reste On pas a dit beaucoup toute l'attaque de Sarr. ça. Et bah, non, il y a un joueur que vous citez pas, Et qui a commencé titulaire. Oui, qui joue Ah, j'ai plus pas, maintenant. Vas-y, Philippe, tu l'as. Sinayoko. Ouais, Lassine Sinayoko, il était bien piégeux celui-là. Oh là là, là, Je me il doutais jouait que vous alliez plus le en ce moment. citer. Non, il est plutôt remplaçant maintenant. Mm. Et il y avait ton chouchou sinon, Franzi Pierrot, dans cette liste. Ah bon? Philippe, ouais, 4 cartons jaunes. Je J'avais vous fausse. dis les joueurs qu'on n'a pas cités. Donc à Pau, c'était Quentin Daubin, le milieu de terrain. Ah, ouais, c'était D'accord. dur à trouver. À QRM, il y avait Damon Bonsé, mais ça allait être un Ouais. peu compliqué. Et à Dunkerque, c'est Aliounba, du coup, qu'on cherchait, le défenseur. Ah Mais oui. oui. Et on avait le défenseur de Dijon, Tchèque Traoré, aussi dans cette liste, qui prend beaucoup de jeux. D'accord. Ouais, ça m'étonne pas. Donc voilà pour les joueurs les plus avertis cette saison. On va dire, bon, victoire à l'arraché de Philippe, mais on est indulgent parce qu'Étienne connaît un peu moins les effectifs en profondeur, donc c'est plus C'était compliqué. dur comme quiz quand même. Ah, ça, C'était dur. je J'avoue me que suis c'était un bien peu battu. compliqué. Mais c'était un très beau match en tout cas. Voilà pour les joueurs les plus avertis cette saison. Bah merci beaucoup messieurs de m'avoir accompagné pour ce nouvel épisode. Comme d'habitude, toute l'actualité de la Ligue 2, c'est sur maligue2.fr et sur l'application mobile qui est gratuite et à télécharger sur tous les stores. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Ma Ligue 2. Merci beaucoup les gars et à bientôt. Ciao ciao. Salut. Ciao.